À la une ce soir, les violences faites aux femmes ne passent plus. La Caisse d'allocation familiale a lancé la mobilisation Joula Setons-nous à Vonche-Bemao. D'autres actions auront lieu ce samedi 25, jour international de protestation. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, a commencé sa tournée en Guadeloupe cet après-midi. Il a fait honneur à l'enseignement agricole. De nombreux dossiers épineux l'attendent pendant ces 2 jours. Le reportage de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter est à venir. Ouverture ce matin à Bastard des premières assises contre le gaspillage alimentaire. Le département a voulu mobiliser tous les partenaires de la filière pour mieux gérer nos besoins, pour mieux se nourrir et moins gaspiller. Le Fonds d'art contemporain expose à Beau Soleil une trentaine d'œuvres d'artistes caribéens et internationaux venus notamment d'Afrique du Sud. Visite de l'exposition à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Et nous ouvrons cette édition avec cette agression survenue hier à la mi-journée devant le lycée de Bainbridge. 2 lycéens ont été blessés à coups de ciseaux par des jeunes venus de l'extérieur pour leur dérober leur téléphone portable. Les blessés ont été évacués vers le CHU. L'un d'entre eux a pu regagner aujourd'hui son domicile. Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les agresseurs. Ce matin, il s'agissait pour le proviseur du LGT de Bainbridge de rassurer les élèves. Reportage Yvon Lemar. Hier, vers 13 h, 2 élèves du lycée Bainbridge, un de seconde et un de terminale, ont été blessés à coups de ciseaux après avoir résisté à 2 individus qui tentaient de les racketter. Ce matin, l'heure était au rassemblement de la communauté scolaire. Il était important que le proviseur fasse passer le message sur les faits, mais aussi sur les actions qui ont été mises en place par rapport à l'événement qu'on a connu hier, ce moment difficile. Donc il est bon que la communauté ait une bonne communication pour que nous ne partons pas, je dirais, soit dans une mauvaise communication, voire une forme de violence aussi par rapport à ce qu'on a vécu hier. Et j'insiste pour dire que l'école doit envoyer une autre image à la société, la structuration, la construction et surtout l'avenir de la Guadeloupe de demain. Pour faire face au traumatisme lié à ces agressions, des mesures d'urgence ont été mises en place. Nous avons mis en place notre cellule d'écoute, nous avons mis en place avec notre équipe que les parents soient accompagnés des 2 enfants et nous allons recevoir cet après-midi les parents des 2 classes concernées. Et en dehors de ça, nous avons nos membres du CVL de LGT Bainbridge qui vont rencontrer les membres du CVL de Jardin d'Essai et du Chevalier de Saint-Georges pour que les élèves puissent ensemble partager et réfléchir sur les actions à mener pour les 3 lycées sur ce moment-là. Concernant les victimes, l'une a pu regagner son domicile, l'autre était toujours au CHU ce matin. Une enquête est en cours. Et ce samedi 25 aura lieu la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En prélude à cette journée, le service social de la CAF et l'association La Puce à l'oreille ont organisé la 7e édition de la manifestation Joula Setons-nous au foyer rural de Vonche-Bemao. Une action de prévention et de sensibilisation en direction des mères de famille allocataires de la CAF. Reportage Linda Kayarsi. Se valoriser, retrouver confiance ou encore mieux connaître ses droits face à différentes formes de violence conjugale. La CAF est plus que jamais aux côtés des mères de famille. Ça nous permet de bien montrer qu'on n'est pas simplement des prestataires de prestations. On a un véritable travail d'accompagnement de nos allocataires, au-delà effectivement des prestations qu'on leur verse. Donc ça leur donne l'occasion effectivement de parler de leurs problèmes, de parler ici parce qu'elles ne peuvent peut-être pas toujours dans leur milieu familial s'exprimer. Ça leur permet également de se découvrir à travers effectivement les activités qu'on met à leur disposition, activités de bien-être, activités de soins de soi-même. Ce sont donc des choses qu'on leur apprend à faire parce que c'est important pour effectivement pouvoir se sentir bien, je dirais, et pouvoir affronter les difficultés de la vie. Il s'agit aussi pour la CAF d'inciter ses allocataires à être des relais d'information dans leur famille. Tous ont un rôle à jouer dans cette bataille sociétale. Aujourd'hui, je crois que c'est un travail qui doit se faire en profondeur dans l'éducation et dans les familles. Récemment, je lisais dans un journal local qu'il y avait eu une marche effectuée par des hommes. Et cela se passe dans notre île voisine de Saint-Domingue. Les hommes ont fait une marche pour lutter contre les violences faites aux femmes. Il faudrait qu'on en arrive à ça et que ça paraisse une évidence que les hommes et les femmes se donnent la main pour vivre dans une société harmonieuse et meilleure.
Pour cette 7e édition d'Action, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, près de 240 femmes ont été sélectionnées par les travailleurs sociaux de la CAF et les partenaires afin de se sentir entourées et mises à l'honneur. Et parlons maintenant de cette initiative que dénonce le syndicat CGT pénitentiaire. Dans le cadre de l'opération Déposer les armes, le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Xavier Bonhomme, propose aux prisonniers de rendre leurs armes en échange d'une remise de peine de 30 jours. Est-ce selon vous une bonne méthode? Linda Kayarsi est allée à votre rencontre. On écoute vos commentaires. Vous croyez qu'ils vont les déposer? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Pas grand-chose à en penser, mais bon, ça pourrait peut-être être aussi une solution. Mais bon, après, vu comment ça se passe à l'intérieur, toujours avoir de quoi se protéger. Bon, si tu as 15 ans de prison à faire, 6 ans enlève 30 jours, mais ça ne sert à rien. Il faut me laisser les 30 jours et puis me laisser faire ma prison calme. Mais après, bon, c'est pas normal qu'il y a des armes, mais c'est pas normal que tu te fasses attaquer en prison parce que tu es déjà là pour une peine. Donc ça ne sert vraiment à rien. Pas besoin d'avoir de réduction de peine. Ils n'avaient pas qu'à se trouver en prison premièrement. Donc de ce fait, et puis en plus, c'est pour leur, ils peuvent fabriquer d'autres armes pour dire qu'ils les remettent, pour bénéficier de ça. Donc c'est un montage, un complot que je n'accepte pas. Vous savez, il y a tellement de prisonniers, ils sont même embarrassés avec eux. C'est pourquoi ils font ces choses-là, ils demandent ces choses-là. Déposer les armes, mais ça ne va pas se faire facilement. Bon, dès qu'il n'y a pas de fusil en prison, c'est plutôt des piques artisanales, mais ils sont obligés d'avoir des armes. C'est des gens trop durs à vivre là-bas, tu vois, parce qu'on t'attaque pour rien. Moi, je dis que ça ne sert à rien parce qu'ils vont toujours faire d'autres. Voilà. Je me dis que s'il y a des armes en prison, c'est qu'il y a une faille quelque part. Et on demande, on réduit les peines et on remet les armes. Il y a d'autres solutions. Pourquoi ne pas embaucher plus de personnes pour contrôler? Pourquoi ne pas faire un peu plus de fouilles? Là, ils ont commencé les fouilles. On voit ce que ça rapporte au niveau des fouilles. Mais à mon avis, ils devraient continuer. Ça devrait être quelque chose de régulier. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, a commencé sa visite en Guadeloupe cet après-midi. De nombreux dossiers épineux l'attendent, notamment la question de la disponibilité des terres pour les jeunes agriculteurs et la répartition des quotas romiers. Mais avant, il était question de rencontrer les jeunes du lycée agricole. Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Première escale pour le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, le lycée agricole Alexandre Buffon. Il y a découvert une agriculture en mouvement, un modèle en matière de formation. Nous avons besoin de chefs d'entreprise, nous avons besoin de futurs agriculteurs, de futurs paysagistes, nous avons besoin de futurs ingénieurs qui soient bien formés parce que nous avons besoin de monter en gamme les formations. Ici, il y a une section BTS. Eh bien, il va peut-être en falloir d'autres et nous sommes en train d'y travailler. Ici, la région investit dans de l'achat de matériel pour permettre de mieux faire les apprentissages parce que nous avons besoin de valoriser les métiers de la terre. J'ai vu tout à l'heure un atelier sur la couverture des sols. Eh bien, moi, je trouve que là aussi, lorsque l'on est dans des démarches où on veut laisser une trace environnementale beaucoup plus propre, beaucoup plus durable, eh bien, il est utile de définir des nouveaux parcours. Ce lycée a opté pour la valorisation de la race bovine créole, a mis l'accent sur l'agroécologie. Les équipes d'Alexandre Buffon ont misé sur la conversion en bio. Malgré les difficultés financières et les dégâts causés par le cyclone Maria, l'équipe dirigeante poursuit le développement de ces filières. Nous avons demandé effectivement une section BTS production animale. On aimerait effectivement que le ministre nous accorde ce BTS production animale qu'on demande depuis plus de 5 ans. Pour nous, c'est un réel plaisir de recevoir le ministre. Déjà parce que le ministère de l'Agriculture, c'est eux qui s'occupent de l'enseignement agricole. Nous sommes dans un cadre de plan de redressement depuis 4 ans, dans ma 4e année ici. Donc nous essayons de rétablir les finances de ce lycée. Donc c'est ça mon objectif. Deuxième objectif, c'est qu'on développe un certain nombre qu'on développe notre section, parce que nous avons une section aménagement, une section horticulture, nous avons une section scientifique par un bac S et nous avons une section technologique par un bac STAV. Donc nous développons tous ces aspects-là pour qu'on puisse mieux accueillir nos élèves, leur donner toutes les conditions qu'il faut pour pouvoir progresser dans leur enseignement. Une visite inédite car c'est la première fois en 28 ans d'existence qu'ils reçoivent un ministre de l'Agriculture. Une visite qui devrait augmenter les moyens de cet établissement scolaire.
Et les filières agricoles attirent, séduisent les jeunes. Dans le cadre de la semaine école-entreprise, près de 300 élèves du collège Alexandre Isaac de Boiré-Pozalim se sont penchés justement sur ce secteur. Le reportage de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter. Le lycée agricole recrute. Dans le cadre de la semaine école-entreprise, des professeurs et des élèves du lycée sont venus promouvoir les différentes filières. Une initiative accueillie avec joie par certains. Ils nous ont vraiment parlé de ce qu'ils enseignent. Moi, je trouve que ce lycée, je trouve qu'il est bien. Il est très, très polyvalent surtout pour leur bac, leurs activités qu'il y a à l'intérieur. Franchement, c'est très enrichissant, surtout pour notre orientation. Je trouve que c'est un bon concept. Je pense que plusieurs personnes, y compris mes amis, devront aller là parce que je cherchais surtout une orientation. Là, je commence à m'intéresser. Je vais faire plus de recherches sur ça. Il y a beaucoup de culture générale et franchement, ça m'intéresse bien. Kessie Narayanan Sami voue une véritable passion pour le lycée agricole. Elle est venue la partager et surtout dire aux collégiens qu'il est important de prendre les bonnes décisions. Je vois qu'il y a plusieurs qui se sont intéressés, qui sont venus me poser des questions à la fin. Ils m'ont demandé des informations sur ma filière. Donc, oui. Moi, si j'étais en troisième, je sais que lorsque un lycée venait nous présenter les filières et tout, j'étais pas très intéressée. Mais vers la fin de l'année, là, on s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait après et tout. Donc, oui, à la fin, ça va leur servir. Le choix de l'orientation est important. Il n'est pas trop tôt pour feuilleter le catalogue des différentes filières proposées. Le lycée agricole est une bonne option. Certains ont été étonnés que tout ne tourne pas autour de la terre. Ils s'attendaient à ce qu'on fasse uniquement de la production, élevage, horticole, mais nous avons tellement de diversité de formations qu'ils ont été surpris et donc attentifs avec tout ce qu'on voit dans les établissements scolaires aujourd'hui, parce qu'on est un lycée très sécurisé. On a des espaces de vie qui sont vraiment exceptionnels. On est pratiquement comme sur un campus. Et donc je pense que c'est ce qui les a intéressés. Après une telle présentation, sur les 200 élèves présents, il est sûr qu'on en retrouvera l'année prochaine au lycée agricole Alexandre Buffon. Et les premières assises territoriales de lutte contre le gaspillage alimentaire ont débuté aujourd'hui dans l'hémicycle du Palais du Conseil départemental. C'est la première fois que cette thématique fait l'objet d'une réflexion aussi poussée en Guadeloupe. Le détail de cette première journée avec Anne-Elisabeth Artsen. L'hémicycle du conseil départemental a été le théâtre de ces premières assises territoriales sous la présidence d'honneur du député Garot, rapporteur de la loi relative à la lutte contre le gaspillage. L'objectif de cette journée, réunir tous les acteurs concernés par cette problématique afin d'y apporter des solutions adaptées. Aujourd'hui, avec la présence, je crois, exceptionnelle du ministre Garot, il a fait le déplacement pour être à nos côtés. Son intervention a été une intervention qui, d'ailleurs, nous donne envie d'aller beaucoup plus loin, de nous dépasser. À nos côtés, l'État qui est représenté, les distributeurs, parce que nous avons aussi le supermarché L'Estrélan qui est là, qui nous accompagne au quotidien. Voir dans la salle autant de personnes qui interviennent, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de la consommation, les cantines scolaires. À nos côtés, la région Guadeloupe qui, là aussi, a une action qui doit être complémentaire. Donc c'était important de pouvoir dire à la Guadeloupe que nous sommes engagés vraiment dans cette lutte contre le gaspillage alimentaire et que c'est un moment décisif aujourd'hui. Nous avons signé une charte qui nous engage. En 2016, le député Garot a fait voter une loi contre le gaspillage alimentaire à l'Assemblée nationale puis au Sénat, adoptée à l'unanimité. Il y a aujourd'hui beaucoup d'invendus dans les grandes surfaces. Et de l'autre côté, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à vivre correctement, pour qui terminer le mois, c'est vraiment très difficile et qui se privent de bien manger. Donc on va faire en sorte de donner ces invendus, qui sont évidemment consommables, à ceux qui en ont besoin, à travers la mobilisation des associations de solidarité. Donc cette loi, elle dit ça, donner plutôt que jeter, de telle sorte qu'on lutte concrètement contre le gaspillage alimentaire. Et en Guadeloupe, je vois qu'on a pris de l'avance. Parce que dans cette salle, il y a des gens très différents qui vont travailler ensemble. Il y a tous ceux qui aujourd'hui s'engagent pour dire comment on va être efficace ensemble contre le gaspillage. Et ils vont mener ensemble des actions contre le gaspillage alimentaire. Et ça,
franchement, je dis chapeau, je dis bravo parce que j'aimerais vraiment que l'exemple de la Guadeloupe soit suivi partout en France. Ces premières assises territoriales, ouvertes tout particulièrement aux professionnels de l'alimentation et de la restauration collective, ont ainsi permis de faire l'état des lieux du gaspillage alimentaire dans notre département afin d'élaborer la première stratégie territoriale de lutte contre le gaspillage alimentaire chez nous, mais aussi dans tous les départements français. Et après avoir donné envie à des millions de téléspectateurs l'envie de cuisiner les bons plats de chez nous, elle souhaite désormais démontrer comment la cuisine antillaise peut être riche, savoureuse, tout en étant équilibrée. Babette de Rosière, bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, bonsoir Babette, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous sommes ravis oui, de vous recevoir. Vous êtes ici un petit peu comme chez vous, Babette. Oui, je connais le studio, il est beau. Le 30 janvier dernier, vous avez fait vos adieux à la télévision sur une chaîne du service public, mais votre emploi du temps demeure bien chargé. Dans quelques mois sortira votre prochain livre, Bien manger pour bien vieillir. C'est important. À qui s'adresse-t-il? Tout le monde, particulièrement les personnes âgées, parce que les personnes âgées, il faut s'en occuper. Parce qu'on ne mange pas quand on a 80 ans comme on mange à 20 ans. À 80, on a beaucoup plus de besoins. D'ailleurs, on perd le goût, on perd aussi l'odorat. Donc, il faut leur donner des choses qui agrémentent leur palais, même si l'odorat n'y est plus. Et puis, donner des choses justement pour leur permettre de rester en bonne santé. Il faut équilibrer. L'important, c'est équilibrer l'alimentation. Il faut leur donner beaucoup de laitage, pas beaucoup de fruits crus en fin de repas, leur permettre de bien digérer, surtout les hydrater, et leur donner beaucoup d'eau. Donc, mon livre consiste justement à faire des repas équilibrés, de façon à ce qu'ils restent vraiment en pleine forme, tout en vieillissant normalement, tranquillement. Et avec du goût. Voilà, avec du goût, parce qu'ils perdent aussi le goût, donc il faut pas trop épicer, mais quand même suffisamment pour les aider à bien manger, parce que quand ils goûtent et puis qu'ils voient qu'il n'y a pas de goût, ils laissent tomber la fourchette. Moi, j'ai envie qu'ils gardent la fourchette jusqu'à la fin du plat. Et c'est tout mon travail pour l'instant. Ce livre, justement, sera publié, sortira en même temps que le lancement du Salon de la gastronomie des Outre-mer. Ça y est, vous êtes à votre 3e édition qui aura lieu cette année à Porte de Versailles. Oui, tout à fait. J'ai changé de lieu. Parce que normalement, c'était à Paris Event Center. Maintenant, c'est à la Porte de Versailles, au hall 5. Je suis très contente d'ailleurs de pouvoir emmener les ultramarins dans ce hall qui est formidable. Et le salon sera beaucoup plus beau, beaucoup plus grand. On attend beaucoup plus d'exposants, beaucoup plus de visiteurs aussi. Sur le plan économique, ça va être bien pour eux. Et puis en plus, il y aura quand même le trophée Babette qui est reconnu par l'Île-de-France. Ça va être vraiment un diplôme que les enfants pourront se prévaloir. Hein. Vous avez aussi invité un chef étoilé, 3 étoiles au guide Michelin. Est-ce que là, c'est une façon pour vous d'intégrer le cercle très fermé des plus grands chefs du monde? Vous savez que j'ai été reçue à l'Élysée parmi les grands chefs il n'y a pas longtemps. Donc j'étais la seule femme noire, malheureusement. Avec tous ces chefs, il y en avait 140 et j'étais la seule qui représentait les Outre-mer. Je m'en plains pas, j'étais très contente. Mais là, j'ai fait venir Yannick Aleno parce que les jeunes qui viennent des Outre-mer, il faut justement qu'il y ait un grand chef pour leur apprendre les techniques de la cuisine et leur faire aimer davantage leur métier. C'est pour ça que dans mon salon, il y aura beaucoup de grands chefs qui feront des démonstrations et il y aura aussi des élèves, des enfants qui sont en bac pro et qui viendront passer le concours et je pense qu'ils seront enchantés de trouver un tel panel de grands chefs. Babette de Rosière, vous mettez aussi votre passion au service de grandes causes. La dernière en date, c'est le président Emmanuel Macron qui vous a demandé d'organiser un repas caritatif à l'Élysée. Mais comment tu sais ça, toi? Je sais tout, je suis journaliste, Babette. Mais oui, nous sommes en train justement de préparer ce dîner, mais on est en phase de préparation, si on peut dire. Voilà. Et c'est vrai, c'est une bonne idée parce que je voulais faire ce repas dans la rue. J'avais dit que je faisais une grande tablée dans une rue de Paris. Avec le maire du 8e, on s'était entendu pour cela. Et puis, comme j'étais invité par le président de la République à l'Élysée, il m'a simplement dit, voilà, il faut le faire à l'Élysée. Maintenant, nous sommes en train de travailler là-dessus pour voir de quelle manière on va faire ce repas. Et ces fonds serviront justement à la reconstruction d'écoles. Voilà, à Saint-Martin, j'y tiens. J'y tiens absolument. C'est une cause que je défends parce que tout ce qui se touche l'outre-mer m'intéresse. Et là, avec ces fonds-là, c'est la Fondation de France qui va gérer les fonds pour reconstruire les écoles qui méritent d'être reconstruites à Saint-Martin. Et puis, je vais te dire aussi, parce que sagasdom.com, c'est le site de mon salon qui aura lieu du 2 au 4 février 2018. Il ne faut pas oublier de leur dire. Babette de Rosière, comment vous faites pour avoir autant d'activités? Écoutez, je pense que c'est mon ADN. Je peux pas me penser une seule fois que je serai là comme ça, oisive, à ne rien faire. Et pour la télévision, je reviens parce que je suis en train de faire un magazine de 52 minutes mensuel pour la télévision. J'ai pas quitté non plus la télévision parce que j'adore ça. Et je quitterai pas mon métier non plus de restaurateur, chef de cuisine.
Merci Babette de Rosière d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Je dirais soir. aux téléspectateurs qui me regardent, rendez-vous pour le 3e salon de la gastronomie des Outre-mer du 2 au 4 février à la porte de Versailles. Et croyez-moi, vous allez passer un bon moment et le soleil sera au rendez-vous au mois de février à Paris. Et nous passons de la cuisine maintenant au jardin, en Guyane. Les élèves d'une école maternelle ont préparé le terrain, un terrain pour préparer leur propre jardin créole. On regarde le reportage de Jonathan Lariot. Ah oui! Direction de jardin pour ces tout petits élèves de l'école maternelle de Zéphyr. Au programme du bon jardinage à l'état pur, aidés de leurs petits instruments, leur mission d'aujourd'hui est de préparer le terrain pour planter leur petit jardin créole. Elle va arroser pas les plantes. Elle va pousser. C'est pas les plantes. Tu vois des plantes là? Je vais mouiller les plantes. Tu vois les plantes? La terre. Je vais mouiller la terre. Et alors, vous faites tes camarades. Bananier et papayer, ce petit moment d'enseignement ludique est une vraie découverte pour ces petits qui bien souvent ne connaissent pas l'origine de leurs fruits préférés. Après, il n'y a pas que les enfants qui ne connaissent pas, les adultes également. Donc c'est une manière en tout cas de mieux apprendre nos produits et ce qu'on peut planter, ce qu'on peut récolter également. L'action menée par l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, vise à faire connaître des aliments sains aux plus jeunes. L'agriculture, la façon de jardiner, s'auto-nourrir, on va dire, parce que bon, on parle pas que des fruits également, hein, on a l'apprentissage également des plantes médicinales, des fleurs, bon, légumes et fruits. Et aussi, c'est une manière aussi de sensibiliser les jeunes sur l'importance également de mieux se nourrir. Parce que quand on parle de... Il y a la semaine du goût, hein, donc bien souvent on se rend compte que les élèves, les enfants en général ne connaissent pas tout. Donc c'est une manière aussi de leur apprendre et de leur apprendre de la meilleure façon en jardinant. Cette action n'est pas la dernière, les enfants reviendront plus tard voir l'évolution de leur petit jardin créole. Et si fruits il y a, ils pourront se lancer dans une dégustation bien méritée. Une salade de couac. Regardez. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Une pièce de théâtre inspirée d'histoires réelles pour parler d'addiction au lycée de Capesterre-Belle-Eau. Et puis l'universalité de l'art mise à l'honneur en ce moment au Fonds d'art contemporain à Saint-Claude. Ils ont choisi le théâtre pour traiter de la difficile question de l'addiction. Les membres de l'association En nous Soti préparent un spectacle inspiré d'histoires vraies qui sera présenté demain soir 19h au lycée Paul Lacavé de Capesterre-Belle-Eau. Yvan Lemar a assisté à leur dernière répétition. C'est petit en moins est l'histoire d'une jeune fille en pleine crise d'adolescence qui quitte son foyer, se retrouve dans la rue et tombe amoureuse d'un consommateur de crack. Des personnes anciennes addictes et des jeunes lycéens ont écrit des témoignages de vie. Le metteur en scène a rassemblé tous ces témoignages de vie. Ensuite, on compile avec le JPRASPEG, un addictologue du CHU, le COREDAF, le XAPA, tout ce qui est centre de soins en addiction, des bénéficiaires, mais aussi des travailleurs sociaux. On s'est réunis en comité de pilotage, on a étudié les textes, on a vérifié ce qui pouvait être joué, ce qui était important qu'il soit joué, on a fait une sélection et ensuite on a demandé aux jeunes de le jouer. L'écriture et la mise en scène de cette pièce est le fruit d'un an de travail avec la compagnie Savane. On a commencé par faire des impros avec les jeunes. Je leur ai fait faire un exercice, on leur a fait faire un exercice et puis de ces impros, il y a une trame qui est apparue. Et à travers cette trame qu'on a construite ensemble avec les jeunes, vraiment l'idée c'était d'aller à la rencontre du public, à la rencontre des familles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'informations sur ces questions-là. Et c'est vrai que vraiment nous on avait artistiquement le désir d'être vrai. Ce qui était important pour nous c'était d'apporter des éléments d'information qui soient réalistes et qui soient utiles concrètement. L'élaboration de cette pièce a été encadrée par des addictologues pour en faire un vrai outil de prévention. Les enjeux, c'est de pouvoir sensibiliser par d'autres moyens simplement que par la parole, par d'autres moyens que par la télévision. C'est faire jouer, c'est faire paraître les émotions, ce qu'on ne voit pas souvent, et c'est faire paraître des situations qu'il y a,
qu'il y a dans la vie de ces jeunes qu'on n'a pas absolument quand on est en consultation, que dans une manifestation de sensibilisation. Une dizaine de jeunes seront sur scène pour la première fois. Pour eux, participer à ce projet est un vrai engagement. Beaucoup de personnes, des ados qui tombent très jeunes dedans et qui ne savent pas comment sortir, comment ils veulent sortir dedans. Donc je pense que grâce à ça, les parents qui ne savent pas comment faire leurs enfants décrocher de ça savent comment et quels sont les effets. J'ai tout de suite dit oui. Parce que je trouve qu'on est souvent dans le critique. On regarde les gens, il est en train de boire, il fait ci, on regarde ça, on regarde. Mais on ne se pose pas la question, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on doit agir pour aider ces gens-là. Du coup, je me suis dit, si moi je peux mettre un petit peu de truc de ma part, aider les gens, c'est bien. Cette pièce sera jouée demain à 19h à l'auditorium de Basse-Terre et le 8 décembre au Centre culturel Sonis aux Abîmes. Elle devrait être aussi présentée dans les établissements scolaires à partir de 2018. Et celle qui sait filmer l'âme de notre pays honore le mois du film documentaire de sa présence. 3 films de la réalisatrice guadeloupéenne Christiane Sucap-Goldman sont programmés ce mois du film documentaire. La prochaine diffusion aura lieu d'ailleurs demain soir à 19h à l'Amphi Saint-Roch de Les Descendants de la Nuit. C'est ce film qui sera diffusé au campus de Fouillol. Christiane Sucap-Goldman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir. C'est un grand plaisir pour nous. Vous avez été présentée ainsi l'invité surprise du festival du film documentaire, un genre cinématographique qui connaît un certain succès. Non, parce que j'étais surprise moi-même, parce que je crois qu'ils ont été surpris que j'accepte. Je trouvais extrêmement touchant que des jeunes aillent exhumer quand même 3 films que j'ai réalisés. Quand je dis exhumer, c'est parce qu'ils sont anciens. Il y en a un qui date de 98, l'autre qui date 91. de 1900. Oui. Et bon. C'est quand même très important pour moi. Ça vous touche? Mais énormément. On m'invite, je me déplace plus parce que les films ont fait un trajet de festivals internationaux. Et puis voilà, un film, quand il est terminé, il suit sa route. Hein. Et puis j'avais l'impression à chaque fois d'accomplir quelque chose d'important parce que c'était toujours des histoires de pays, pas seulement la Guadeloupe, hein, puisque j'ai filmé en Afrique, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, et là dans tout l'outre-mer français dernièrement. Depuis 1985, vous écrivez et réalisez vos films. On regarde un extrait, d'ailleurs, de Contes de Cyclone en septembre, sorti en 1991. Quelques souvenirs. On ne peut pas affirmer ça, que ce cyclone-là qui produit changement-là, ça. Moi, on ne peut pas dire ça. On n'est pas technicien, on ne peut pas dire ça. Mais moi, tous ensemble, c'est qu'après Betsy, là, ils ont commencé à faire des subventions, ils ont changé toute méthode de culture. Les SICA viennent installer yo, et puis ils mettent yo à détruire tous ces trémots-là. Et puis ils ont dit, bon, ils ont cultivé la banane, alors ils ont coupé les oranges, ils ont coupé cajou, ils ont coupé poireau, ils ont coupé cacao. C'est la vie vide, puisqu'il n'y a pas les encore. Et à l'époque, ça, les anciens étaient parler. Et ça, moi, connaître de yo, ils étaient crié ça pas avant. Pas peu de mots là, ça. C'est comme ça, en langage à yo. Et c'est ça, yo apprendre. Ils étaient crié ça pas avant. C'est-à-dire, les vents élevés à l'est, où tu as mis tous ces gros arbres là, ça, tu as protégé la culture là qui était en bas là. Christiane Sucap-Goldman, je vous ai vu sourire en regardant cet homme s'exprimer en créole. C'était la première fois que dans un film documentaire, on retrouvait un homme qui s'exprimait dans sa langue maternelle. Tous parlent créole, normalement. Enfin, et c'était d'autant plus compliqué. Les femmes ne parlent pas créole comme ça. Mais j'ai sillonné la Guadeloupe après le cyclone Hugo. Et la plupart des gens avaient connu mes parents, qui étaient des enseignants et qui ont travaillé partout en Guadeloupe. Et le fait d'être la fille de mon père et de ma mère, au bout d'un moment, moi, j'ai fait les petites classes à l'assainissement, donc je parle créole comme on parle créole dans la rue, comme les hommes parlent créole.
Donc ils m'ont parlé spontanément en créole. Et ce film, c'est un film qui a eu des prix internationaux, et le premier prix que j'ai gagné pour ce film, c'était qu'on m'offre les sous-titres en anglais. Et ce film a donc représenté la France à Washington au Festival international de films documentaires. Tous les réalisateurs scénaristes ont un but, une quête qui alimente, qui les anime et qui se reflète dans leurs films. Quel a été votre objectif? C'est-à-dire que j'ai pas eu immédiatement, j'ai fait ce métier sans peur, parce que j'avais pas l'ambition spécialement d'être cinéaste. L'occasion s'est présentée parce que j'étais journaliste de radio sur France Culture. On a entendu un musicien qui s'appelait Ernest Léardé, que j'ai retrouvé. On a fait ce premier film, on l'a fait en 16 mm. C'est devenu un classique qui a eu des prix. Et ensuite, j'ai été sollicitée par des chaînes, surtout Arte, qui était la 7 Arte à l'époque. Et j'ai eu carte blanche pour faire ce que je voulais, parce qu'on en discutait, on avait la latitude de pouvoir en parler. Et c'est-à-dire qu'on me poussait à imposer une écriture cinématographique personnelle, un point de vue personnel à développer. Et j'ai eu cette chance-là. Par exemple, le film qui va passer demain à Fouillol, qui s'appelle Les Descendants de la Nuit, c'est un film que Arte, c'est un peu un film de commande parce qu'il n'y avait rien sur l'esclavage à l'époque, et c'était pour le 150e de l'abolition de l'esclavage. Et ce film, j'ai eu carte blanche pour faire ce film, et j'ai même eu une date de diffusion en prime time alors que le film n'était pas fait. C'est terrible. Tout réalisateur rêverait de ça. Mais enfin, c'est vraiment, je l'ai fait, mais sans peur, et absolument avec des équipes en Guadeloupe et des équipes, mes techniciens, qui étaient des gens extrêmement compétents et qui avaient vraiment envie de le faire. D'ailleurs, ça se sent, hein, tous les films sont heureux. Tous ces films, en fait, sont heureux. Ce que les téléspectateurs ne savent pas, c'est que vous vivez aussi en Guadeloupe. Quel lien avez-vous gardé avec votre terre natale? Le lien, le fait que je sois guadeloupéenne, que je sois née ici et que ma famille est ici. Donc je vis en France pour des raisons professionnelles, pour des raisons aussi familiales, mais je vis en Guadeloupe de la même façon. Ce lien n'a jamais été rompu. Et c'est pour ça... Enfin, oui, je crois que... Enfin, je suis assez fière de ce travail, mais assez fière des équipes avec lesquelles j'ai travaillé aussi. Un film ne se fait pas avec une personne, c'est un ensemble, c'est une équipe. Merci Christiane Swekab-Goldman d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous parlons toujours d'art, pas cinématographique, mais d'art plastique. Le Fonds d'art contemporain expose à Beau Soleil à Saint-Claude une trentaine d'œuvres d'artistes caribéens internationaux, venus notamment de l'Afrique du Sud. Visite de l'exposition ce soir avec Anne-Elisabeth Artsen. Au cœur de l'habitation Beau Soleil de Saint-Claude, le Fonds d'art contemporain du conseil départemental abrite une collection d'œuvres venues d'ici, mais aussi d'ailleurs. Donc sur un total de 120 œuvres qui sont en réserve ici. Donc nous exposons une trentaine d'œuvres pour l'exposition permanente et nous les faisons tourner tous les 3 mois à peu près pour renouveler l'exposition. Nous exposons une trentaine d'œuvres pour l'exposition permanente et nous les faisons tourner tous les 3 mois à peu près pour renouveler l'exposition. Donc nous avons essentiellement des artistes caribéens, guadeloupéens de chez nous. Donc Antoine Labajotte, Joël Nanquin, Saint-Célie Cailleul, donc vraiment des artistes majeurs de notre île qui exposent chez nous. Donc ce sont des œuvres qui ont été acquises par le conseil départemental dans le cadre de notre soutien à la création artistique en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Nous avons aussi des peintres d'origine haïtienne. Nous avons aussi Bruce Clark qui est sud-africain. Pour le département, ce fonds d'art contemporain est l'occasion de mettre en lumière de nombreuses œuvres caribéennes en un lieu unique, accessible à tous. Le conseil départemental a réuni un certain nombre d'œuvres qui jusqu'à présent étaient dispatchées dans des établissements culturels, dans des bureaux. Et donc nous avons décidé de tout rassembler au même endroit et de créer le fonds d'art contemporain justement pour que toutes ces œuvres, tout ce patrimoine artistique soit accessible au public guadeloupéen. Nous avons vraiment des artistes de partout dans la Caraïbe. L'exposition Fonds d'art contemporain du conseil départemental est visible gratuitement du mardi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau. Si vous habitez Saint-François et les Grands Fonds des Abîmes, des coupures sont prévues demain dès 18 h avec un retour à la normale. L'eau dans vos robinets le lendemain à 6 h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au Super U de Bergevin et la place des dissidents à Pointe-à-Pitre de 8 h 30 à 13 h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi 23 novembre. Nous l'avons vu ce soir. Les violences faites aux femmes ne passent plus. La Caisse d'allocation familiale a lancé la mobilisation Joue la c'est-on-nous à Vonche-Bemao pour dire non à toute forme de violence contre les femmes. D'autres actions auront lieu ce samedi 25 novembre, jour international de protestation. Et le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, a commencé sa tournée en Guadeloupe cet après-midi. Il a fait honneur à l'enseignement agricole. De nombreux dossiers épineux l'attendent pendant ces 2 jours, notamment la question des quotas romiers. Et ouverture ce matin à Basse-Terre des premières assises contre le gaspillage alimentaire. Le département a voulu mobiliser tous les partenaires de la filière pour mieux gérer nos besoins alimentaires, pour mieux se nourrir et pour moins gaspiller. Et nous l'avons vu ce soir, le Fonds d'art contemporain expose à Beau Soleil une trentaine d'œuvres d'artistes caribéens et internationaux venus notamment de l'Afrique du Sud. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18 h 40.